Ravi de vous retrouver pour cette édition complète de la soirée, légèrement décalée en raison de la retransmission des séances hebdomadaires parlementaires. Voici les titres de l'actualité. Audience royale au Palais Royal à Rabat. Sa Majesté le Roi reçoit Dounia Ben Abbas Taarji, nouvelle présidente du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Le souverain reçoit également Obeid Omran, nouveau directeur général du Fonds Itmar Capital. Au 32e sommet de l'Union africaine, la vision de Sa Majesté le Roi, leader africain sur la question migratoire, est saluée. Un rapport en la matière est présenté à Addis Abeba par le chef du gouvernement. La poésie intéresse les plus jeunes. Des élèves publient un recueil d'essais poétiques aux couleurs de l'espoir, fièrement présenté au Salon du Livre et de l'Édition de Casablanca. Et puis nous partons à la découverte de l'un des plus grands ruchers collectifs du monde, celui d'Inskri, non loin d'Agadir. Une belle illustration de cet équilibre crucial entre une source de revenus et la protection de la nature locale. À la une donc ce lundi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal à Rabat Madame Dounia Ben Abbas Taarji, nouvelle présidente du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances Mohamed Ben Chaboun. Et nous vous proposons d'écouter la nouvelle présidente du directoire du Fonds Hassan II pour le développement social. J'ai eu l'honneur d'être reçue cet après-midi par Sa Majesté le Roi, qui a bien voulu me confier la présidence du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. La mission est de redynamiser le fonds. Ce fonds est un outil d'investissement pour des projets structurants pour le Maroc, et ce fonds est appelé à continuer à investir encore plus pour le bien des générations futures. Toujours au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu M. Obeid Omran, nouveau directeur général du Fonds Itmar Capital, qui portait le nom de Fonds marocain de développement touristique. Cette audience s'est également déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances. Écoutons maintenant cette déclaration du nouveau directeur général du Fonds Itmar Capital. J'ai eu l'insigne honneur aujourd'hui d'être reçu par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et m'a confié la mission de la direction générale du Fonds Itmar Capital, ce fonds souverain qui a pour vocation de réaliser des investissements structurants pour l'économie nationale. Et j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu en audience où Sa Majesté, que Dieu l'assiste, m'a indiqué les orientations stratégiques que devait poursuivre ce fonds pour le bien de l'économie et pour le bien de l'investissement. Sa Majesté le Roi Felipe VI et la reine Donna Letizia, souverain du Royaume d'Espagne, effectueront une visite officielle au Maroc les 13 et 14 février courant à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie. À cette occasion, Sa Majesté le Roi aura des entretiens officiels avec son illustre hôte. Les deux souverains présideront la signature de conventions entre les deux pays. Sa Majesté le Roi offrira au Palais Royal à Rabat un dîner officiel en l'honneur des souverains du Royaume d'Espagne et de la délégation les accompagnant. Cette visite reflète la profondeur et la qualité des relations bilatérales grâce à la volonté commune de consolider le partenariat stratégique multidimensionnel unissant les deux pays voisins et amis, conclut le communiqué.
Le rapport de Sa Majesté le Roi, leader africain sur la question migratoire, présenté au 32e sommet ordinaire de l'Union africaine. Il a été salué aujourd'hui à Addis Abeba. Rapport dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement Saadi El-Othmani. Nissal El-Hamdawi. Ce rapport de Sa Majesté le Roi Mohamed VI met en exergue la dynamique lancée par l'agenda africain sur la migration et les réalisations accomplies pour mettre en œuvre les recommandations relatives à la création de l'Observatoire africain des migrations et à la nomination de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la migration, affirme le chef du gouvernement Saadi El-Othmani devant le sommet de l'Union africaine. Et le chef du gouvernement d'ajouter que le rapport de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, leader africain sur la question migratoire, met également en exergue les réalisations et les enjeux de la charte de Marrakech sur les migrations pour le continent africain. Moins d'un an après l'adoption à l'unanimité de l'agenda africain pour la migration, nous avons fait d'importants progrès pour faire de la migration un levier du développement collectif et la rendre sûre, coordonnée et ordonnée, tout en cherchant à faire de l'Afrique un acteur incontournable dans le dossier de la migration au niveau international, souligne M. El-Othmani. Le rapport a corrigé un certain nombre de clichés. La migration africaine est essentiellement une migration qui se fait à l'intérieur du continent et au sein de ses groupes régionaux. Les migrants africains au niveau international sont une minorité si l'on prend en compte la croissance démographique, relève le chef du gouvernement, et de préciser que la question de la migration doit être traitée suivant une approche de développement qui s'attaque à ses causes profondes telles que le changement climatique, l'instabilité politique et la violence ethnique. La migration ne doit donc plus être perçue comme une menace à la sécurité que l'on traite à travers la fermeture des frontières, note le chef du gouvernement, ajoutant que les solutions sécuritaires à elles seules ne sont pas fructueuses. L'Observatoire africain des migrations, quant à lui, vise à répondre à la nécessité structurelle de fournir des données fiables permettant de comprendre le phénomène de la migration et ses différentes dimensions en Afrique. Il s'assigne également pour mission d'étudier, d'analyser, d'échanger des données et d'accompagner les politiques nationales de migration. Ainsi, le Royaume du Maroc et l'Union africaine ont signé en décembre 2018 l'accord de siège de l'Observatoire africain des migrations, qui sera basé à Rabat, après que le Royaume ait pris les mesures et moyens logistiques nécessaires pour s'acquitter des tâches qui lui sont confiées. Et M. Othmani de souligner que ce nouvel organe de l'Union africaine effectuera ses missions en coopération avec les groupements régionaux africains et les organisations régionales et internationales œuvrant dans le domaine de la migration. Abordant le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté à Marrakech en décembre 2018, le rapport a souligné que ce pacte servira l'intérêt du continent africain en positionnant l'Afrique au cœur de la dynamique internationale et en plaçant le phénomène de la migration au centre des efforts de développement, conclut le chef du gouvernement. Actualité législative, la Chambre des conseillers tiendra demain mardi après-midi une séance plénière consacrée à la clôture de la première session de l'année législative 2018-2019. Cette réunion est programmée juste après la séance mensuelle sur la politique générale prévue demain à 15h. Il sera question de débattre des mesures douanières et fiscales et leur impact sur le secteur du commerce et le programme de lutte contre la disparité spatiale et sociale. À l'international, les terroristes de l'État islamique résistent dans leur dernier réduit à l'assaut des forces arabo-kurdes, un assaut qui en est à son 3e jour. L'offensive se poursuit dans la province orientale de Deir Ezzor, près de la frontière irakienne. Un missile a été tiré sur le carré djihadiste, tandis qu'un avion de la coalition internationale emmené par Washington survole le secteur. Cette bataille finale resserre l'étau sur les 600 djihadistes encore retranchés dans cette localité.
Une nouvelle semaine tendue s'ouvre au Venezuela. L'opposant Juan Guaido a convoqué une nouvelle grande mobilisation pour demain. Mais c'est surtout à travers l'aide humanitaire bloquée en Colombie que la pression va s'exercer sur le président Nicolás Maduro tout au long de la semaine. Pour Guaido, les militaires se convertissent en quasi-génocidaires par action, en réprimant les manifestations et par omission, en bloquant la frontière. On ne sait pas encore comment ces aides vont entrer au Venezuela. En tout cas, ça va se jouer cette semaine. Afghanistan, en vue de rassurer le gouvernement afghan sur les négociations de paix en cours avec les talibans, le chef du Pentagone par intérim s'est rendu aujourd'hui à Kaboul. Les pourparlers entre Washington et les talibans devraient reprendre le 25 de ce mois à Doha. Le président Donald Trump avait promis de mettre fin à ce conflit qui a tué des milliers de civils afghans et 2400 soldats américains, ou en tout cas de retirer ses troupes. Une intention réitérée mardi dernier lors de son discours annuel sur l'état de l'Union. Promouvoir le goût de la lecture chez les jeunes et découvrir de jeunes talents. Pari gagné par la Ligue des écrivains du Maroc, section d'El Jadida. Grâce à l'engagement des intellectuels bénévoles qu'elle compte, une dizaine d'élèves ont bénéficié tout au long de l'année d'ateliers de lecture et d'écriture. Ces activités sont aujourd'hui couronnées par la publication d'un recueil d'essais poétiques aux couleurs de l'espoir. Il a été présenté au Salon du Livre et de l'Édition de Casablanca. C'est un sujet d'Abdelrahim Ben Cheikh et Yassir Drmi, Youssef Chergui, avec un commentaire de Nesrine Ostar. Il se livre à une séance dédicace digne des grands poètes. Des lettres sur les bouts des doigts et des étoiles plein les yeux. Ces poètes en herbe partagent fièrement le fruit d'une année de labeur où l'inspiration a été souvent au rendez-vous. En arabe et en français, leurs essais poétiques invitent au questionnement sur un monde en mouvement à travers l'innocence et la sensibilité de leur jeune âge. Ce qui est excellent en poésie, c'est qu'elle est caractérisée par un regard personnel. Elle est vouée à l'expression de ses propres sentiments. Si ce livre collectif a pu voir le jour, c'est grâce aux nombreux ateliers dont ces adolescents ont bénéficié en amont, des ateliers animés par les intellectuels bénévoles de la Ligue des écrivains du Maroc, un véritable laboratoire d'idées. Il faut impérativement explorer de nouveaux talents, quel que soit le champ littéraire concerné. Notre pays regorge de talents. Il suffit de les dénicher et de leur accorder l'accompagnement nécessaire. C'est une génération vraiment prometteuse. Ouvrir la voie de la créativité à cette génération passionnée est justement l'un des objectifs du Salon international de l'édition et du livre de Casablanca. Cette grande messe littéraire se poursuit jusqu'au 17 de ce mois-ci. Partons maintenant à la découverte de l'un des plus grands ruchers collectifs du monde, celui d'Inskri, à 80 km d'Agadir. Bâti au XVIe siècle en pleine forêt, il représente un patrimoine important et une attraction touristique privilégiée pour les visiteurs de l'arrière-pays du Souss. Une belle illustration du souci de nos ancêtres, conserver cet équilibre crucial entre cette source de revenus et la protection de la nature locale. Hijb Tamek, Nesrine Hamgaoui. Cette structure en argile qui apparaît au loin n'est pas une habitation collective. C'est un rucher, le plus ancien et le plus grand au monde. Situé à 80 km au nord d'Agadir, dans la province de Teroudant, ce magasin collectif de miel comporte plus de 200 cases juxtaposées, conçues sur un site propice à l'apiculture. Une surface à proximité de la fleur de caroubier, de lavande et de thym, où vient butiner la colonie d'abeilles qui peuple ce rucher ancestral. Un abeillier que la population locale appelle Teddar Tourram. Traduisez la maison du saint. هذا المنحل تبنى في القرن 16 1520 في واحد الموقع استراتيجي مهم. Ce rucher a été bâti au XVIe siècle, plus précisément en 1520, sur une zone stratégique, ensoleillée tout près de la forêt. Dans cette région, nous produisons deux types de miel. Le miel de plantes aromatiques et le miel de caroubier. Avec beaucoup de fierté, Abd Samad, guide touristique, explique aux visiteurs la particularité de cet abeillier patrimoine. Source de revenus de plusieurs générations d'habitants, viscéralement attachés à leurs racines.
voir cette façon dont c'est vraiment bâti, c'est vraiment fait, qui n'a rien à voir avec la technologie moderne. On dirait que nos anciens sont des ingénieurs, ce sont des savants en ce qui concerne l'apiculture. Ce site me paraît intéressant, surtout quand on le compare avec les autres structures d'apiculture que l'on emploie de nos jours pour produire du miel. Et là, ce rucher conçu avec les moyens rudimentaires dont disposait la population continue de fonctionner à merveille. De cet ancien abbaye, on récolte l'un des meilleurs miels au monde. Un nectar sacré qui fleure bon le terroir de la région. Art et maths, connivence ou divergence. À l'école belge de Casablanca, une exposition jette la lumière sur la créativité artistique et mathématique qui semble reposer sur des fondements communs. L'histoire en témoigne. Les progressions étonnamment voisines d'artistes et de mathématiciens révèlent bien plus que des influences techniques, une même attirance pour le beau et pour le mystère à découvrir. Dominique Orlando nous éclaire là-dessus dans ce reportage. C'est par la route qui conduit vers Azemour que l'on accède à cette école belge de Casablanca où se déroule depuis peu une exposition très originale qui peut aussi laisser perplexe puisqu'elle met en connivence et les artistes et les mathématiciens. Relation inédite, en tout cas pas pour l'initiatrice de ce très beau voyage entre deux mondes qui réussit à rassembler près d'une cinquantaine de plasticiens. Depuis longtemps, en fait, je dirais depuis l'enfance, j'ai toujours pratiqué un art et des mathématiques. J'ai toujours aimé ça et pour moi c'est une évidence. Et puis je me suis interrogée sur la raison de cette évidence. Pourquoi est-ce évident? Et en fréquentant de plus en plus d'artistes, je me suis dit, on a tellement de points communs. La créativité. On ne sait pas inventer des maths sans être créatif, on ne sait pas faire de l'art sans être créatif. Contrairement à ce qu'on pense, la rigueur. Un artiste doit être rigoureux. Le mathématicien doit être rigoureux. L'artiste doit être curieux. Le mathématicien doit être curieux. Pour illustrer de façon didactique cette connivence effective, l'exposition se déroule en 4 escales. Les nombres, la géométrie, la littérature et les variations en forment le quatuor. Depuis très très longtemps, les nombres et la géométrie font partie des mathématiques. Se rattache à l'un ou à l'autre toute une série de sous-disciplines comme la topologie qui va se rapprocher plus de la géométrie. Voilà. Les deux autres thèmes, la littérature, c'est aussi une évidence que ce n'est ni nombre ni géométrie, c'est toutes sortes de mathématiques, mais ce qui s'exprime au moyen non pas d'art plastique, mais de livres d'écriture. Donc ces trois-là, c'est l'évidence. La quatrième chambre, je vais dire, a servi à regrouper ce qui n'entrait pas exactement dans les deux autres. C'est pour ça que je les ai appelés variations. Mais l'exposition Art et Maths, c'est aussi vouloir conduire les plus jeunes vers des activités mathématiques grâce au jeu et à la créativité artistique. Pour cela, plusieurs ateliers leur sont réservés. Il n'est pas que destiné aux enfants, je pourrais le proposer à des adultes aussi. Comme vous êtes un adulte, je vais vous demander par exemple, sur base d'un jeu de 9 cartes, de me composer un carré magique, un carré latin, et donc où on ne retrouve qu'une seule fois chaque couleur sur toutes les lignes horizontales ou sur toutes les lignes verticales. Donc bien sûr, vous allez réfléchir, il vous faut 3 cartes en verticale, 3 cartes en horizontale, voilà, et à vous de chercher. C'est un peu compliqué, hein. Quelqu'un qui est passionné de sudoku, par exemple, va s'en sortir très bien. Un enfant autiste s'en sort très très bien, beaucoup plus vite que moi, parce qu'ils ont d'autres qualités développées. Décidément, les Belges ont quelque chose qui n'appartient qu'à eux, une forme de bienveillance innée qui leur permet toutes les vraies libertés de la pensée. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Restez avec nous à 20h30. L'info est de retour en compagnie de Mohamed Reda Labidi. Très belle soirée à tous.